Première table ronde donc. C'est parti, tout le monde est prêt? Parce qu'on va parler éco-conception. Et je suis accompagné du coup pour cette table ronde de 3 intervenants avec qui on a eu l'occasion de travailler. On va parler de 3 sujets. Donc qu'est-ce que c'est l'éco-conception? Pourquoi on crée un site éco-conçu et comment le SEO, l'UX viennent un petit peu se greffer à tout ça. Et aujourd'hui, je suis accompagné du coup de Nicolas, d'Amélie et de Léopold, que je vais laisser se présenter. Alors, moi, je suis donc Nicolas, je suis responsable digital côté RATP Group. Je suis en charge de tout ce qui est uniformisation des process et de la façon de faire au sein de la RATP et de ses filiales au niveau du digital. Je réponds aux problématiques en fait, de disparité qu'il peut y avoir entre les filiales et le groupe sur la façon d'aborder le digital. Donc, c'est au travers de ce prisme-là que je vais vous parler de l'éco-conception. De mon côté, du coup, je suis Amélie Poirier. Moi, je suis lead designer chez Niji. Je suis spécialisée sur les sujets qui touchent au numérique responsable, à savoir l'éco-conception, l'accessibilité. Et j'ai eu la chance de travailler sur le site RATP, sur toute la partie expérience utilisateur et également de toute la mise en place de la direction artistique qui se veut éco-conçue. Et moi, c'est Léopold Lucas, donc je suis coach en éco-conception et en accessibilité. Donc aujourd'hui, je suis chez Rhapsody Conseil, donc un cabinet, et mon client numéro 1, donc c'est la RATP, chez qui je suis déjà depuis un an, un peu plus d'1 an. Et donc j'accompagne les sites internet de la RATP sur la partie site internet externe, enfin grand public, et aussi en interne pour les sites métiers, à prendre en compte une démarche d'éco-conception et d'accessibilité. Donc voilà pour les intervenants. Et on va commencer par une petite question. On va vous sonder. On va demander votre avis. À votre avis, en 10 ans, le poids moyen des pages web, globalement, il a progressé de combien en pourcentage? 70. Alors j'ai 200 ici. Qui dit plus? Alors, on va pouvoir arrêter là parce que 200, c'était pas mal. 210%, ouais, globalement, c'est donc selon la source donc du coup Green IT, une page web est passée à peu près c'est une moyenne qui est faite évidemment sur un grand panel de pages, mais on est passé de 14 kilooctets en 95 à 2200. Alors après, pourquoi il y a des raisons qui sont vraiment multiples, hein, c'est juste qu'on essaie aujourd'hui le web en fait, de par sa puissance en fait aujourd'hui permet d'afficher beaucoup plus de choses. On veut afficher aussi beaucoup plus de choses sur les pages. Mais donc c'est une donnée importante parce que dans l'éco-conception, on va inclure justement cette notion de poids des ressources. On en reparlera un petit peu plus tard. Mais donc voilà, c'est un chiffre assez marquant quand même pour dire que voilà, en presque 20 ans, le poids a beaucoup augmenté. Et je vais encore vous solliciter pour vous demander à votre avis le pourcentage d'émissions de gaz à effet de serre du numérique aujourd'hui. Ah, il y en a qui avaient la réponse. Alors, en effet, c'est 4%. Il y a des estimations qui sont à 8%. Et je crois que Léopold... Ouais, en fait, c'est 4% en 2019. Sauf que depuis, il y a eu le Covid, il y a eu la montée aussi des réseaux sociaux vidéo comme TikTok, les réels sur Instagram, tout ça. Il faut savoir que la vidéo, ça représente plus de 80% du web, et c'est au niveau du poids. Donc c'est énorme. De toute façon, je pense qu'on le sait tous ici. Et en plus de ça, il y a les nouveaux usages type IA générative, etc., qui ont franchement fait exploser le web ces dernières années, enfin en tout cas le Internet. Et donc on pense qu'aujourd'hui, le numérique va atteindre 8% en fait, des émissions de gaz à effet de serre du monde. Et c'est un des secteurs qui croît le plus aussi, parce qu'il croît de 6 à 8% par an, ce qui est énorme, quoi. En plus, on le verra dans d'autres tables rondes, mais la Gen Z ne nous aide pas, parce que... Enfin, si, nous aide sur certains trucs, mais je veux dire là-dessus, consommation de vidéos, les usages qui changent et tout ça. Donc en effet, le chiffre, en fait, il pourrait être mis à jour tous les ans, mais les données aussi sont difficiles à récolter, je pense. Exactement. En fait, aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir des datas sur le numérique. Il faut savoir que c'est quand même c'est assez boîte noire, en fait, le numérique aujourd'hui. On ne sait pas exactement... regardez, par exemple, si on a des données dans un data center, on ne sait pas exactement comment ça fonctionne dans le data center. Et ils sont très, comme je disais, peu transparents là-dessus. Et donc, on a du mal, en fait, à obtenir des informations là-dessus. Donc, il y a des études qui sont menées. Là, on va avoir des chiffres qui vont sortir. Hier, il y a eu dans un salon sur Paris, il y a eu une étude qui a été
teasée, on va dire, sur ce sujet-là. Non, je crois que c'est même aujourd'hui qu'elle est teasée. Et donc, on va avoir quelques chiffres en plus actualisés à 2023. Mais c'est vrai que c'est très compliqué aujourd'hui d'avoir des chiffres là-dessus. Pour rejoindre un petit peu du coup le sujet de cette table ronde et après du coup ces questions un petit peu sur son impact, on va juste définir rapidement ce que c'est l'éco-conception, parce qu'en fait l'éco-conception, nous on va ici en parler surtout d'un point de vue web, mais l'éco-conception c'est quelque chose qui s'applique à en fait quelque chose de très très large en fait. Aujourd'hui on peut parler d'éco-conception dans un produit, dans un service, dans un process en fait. C'est tout ce qu'on peut mettre en place dans une entreprise pour avoir un impact positif sur l'environnement globalement. Donc que ce soit sur la conception d'un produit. L'exemple, c'est Decathlon aussi, par exemple, qui est très très engagé aussi dans la conception de ses produits. Là, on peut parler d'une éco-conception sur un produit. D'un point de vue web, Amélie, je te laisserai donner une définition un peu plus complète du coup. Oui, alors d'un point de vue web, numérique au sens large, l'éco-conception, le but c'est de créer un service qui soit utile, utilisable et pertinent, tout en limitant en effet l'impact qu'on va avoir sur l'environnement. Un service numérique aura toujours un impact négatif. Hein. Celui qui a un impact zéro, c'est le service qui n'existe pas forcément. Et l'éco-conception aussi, c'est intéressant de rappeler que ça s'inscrit dans ce qui s'appelle le numérique responsable, qui tient sur 4 grands piliers, qui sont en effet le pilier de l'environnement, donc de créer un service numérique qui ait l'impact en tout cas moindre sur celui-ci, qui soit accessible également à tous, en tout lieu, en tout temps, peu importe la situation dans laquelle on se trouve. C'est également tout ce qui touche au RGPD, donc de collecter correctement les données utilisateurs également qu'on va avoir, et également tout ce qui touche à l'éthique, donc de pouvoir également limiter la fracture numérique, c'est-à-dire que peu importe les moyens qu'on a, de faire en sorte que le service puisse tourner, même si on a un très vieux téléphone, par exemple. Donc ça, c'est vraiment les enjeux de l'éco-conception. Et pour continuer aussi là-dessus, l'idée aussi, c'est en termes d'expérience utilisateur, de faire en sorte que l'utilisateur, quand il vient, il puisse atteindre le plus facilement possible l'objectif qu'il s'est fixé. Dans la vie, on veut aller tous le plus vite possible. Notre idée, c'est pas de perdre du temps à chercher quelque chose. Et donc, du coup, ça répond aussi à ce besoin-là. Et c'est ce qui permet aussi derrière de créer de la satisfaction à ce niveau-là. Et donc, en fait, dans la conception, en fait, quand on a travaillé sur le projet du coup RATP, cette éco-conception, elle s'appliquait à à tous les leviers en fait qu'on a essayé d'activer. Nicolas, que ce soit dans l'aspect organisation, toi de RATP, il a fallu aussi mobiliser les troupes un peu dessus. En fait, alors nous, on est tombé sur la thématique de l'éco-conception un petit peu par hasard, c'est-à-dire que on a lancé le projet il y a 2 ans et demi. À ce moment-là, il y a eu une nouvelle politique énergétique du groupe en fait, qui venait de sortir. Et on trouvait ça assez intéressant en fait, et assez naturel de tomber dans cette démarche-là parce qu'on trouvait ça assez étrange de se dire on a une politique énergétique très sobre au niveau du groupe, on a des engagements qui sont forts. Et en même temps, si on n'a pas des supports de communication qui ne reflètent pas en fait ces engagements, il y aurait un disconnect. Donc on s'est penché sur le cas d'Alkia justement qui a été notre référence. C'est là où on a été sensibilisé au sujet de l'éco-conception. Et dans le cahier des charges qu'on a mis en place sur la réfaction du site, on a indiqué qu'on voulait justement suivre ces critères d'éco-conception. Ce n'est pas une thématique en fait, avec laquelle nous on était familiers, absolument pas. Ça a levé pas mal de questions aussi, parce que dès qu'on parle de sobriété, très vite, surtout en communication, on va nous dire non mais on va perdre en impact, on va perdre justement en attractivité. Nous on a besoin d'avoir des vidéos, on a besoin de communiquer au travers des images et ce genre de choses. Donc il y a eu des petites réticences, même si au global on a compris la pertinence de la démarche. Et ce qui était assez intéressant en fait, c'est que au niveau du service communication, on a eu un sponsor, donc la directrice de la communication, qui a été en fait enthousiaste sur la démarche. Et on a décidé en fait de partir donc avec Niji, l'agence d'Amélie, et qui nous a guidés au travers des différentes étapes, qui nous a sensibilisés au niveau de cette démarche-là. Et au fur et à mesure qu'on avançait dans le sujet, on en a profité nous pour faire de la pédagogie au sein des différentes équipes. Donc c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. On a appris en marchant, et plus on avançait, plus on a eu en fait des personnes qui ont soutenu le projet.
et qui nous ont permis en fait de mettre en place un site qui n'avait absolument rien à voir avec le précédent. Et donc, première grande étape aussi, ça a été toute la partie UX, parce que... Oui, alors effectivement, souvent dans les services de communication, on s'attache avant tout au design, à la façon dont le produit en fait va, sous quelle forme en fait il va naître. Et une des choses qui a rassuré très rapidement en fait nos différents interlocuteurs en interne, ça a été de voir les premières maquettes qui sont sorties donc côté Niji. Parce que très vite, effectivement, on peut pousser le curseur de l'éco-conception très loin et tomber sur des sites qui sont vraiment bicolores, comme le site de Dalkia, qui eux, ont vraiment pris le parti voilà, de vivre au travers On veut que ça se voit. On veut que ça se voit voilà, au premier coup d'œil. Nous, ce n'était pas forcément ce cas. Et même, alors, ce qui était assez marrant, c'était oui pour l'éco-conception, mais non à Dalkia. Donc, comment est-ce qu'on peut trouver justement le juste milieu ? Et quand Amélie est arrivée avec les premières maquettes, on a eu cette question à se dire « Ah, ça, c'est éco-conçu, ça ?» Et effectivement, oui, c'est éco-conçu. Et on est tombé sur un truc en disant « C'est pas parce qu'on fait de l'éco-conception qu'on va perdre en attractivité, qu'on ne peut pas s'amuser au niveau design, et c'est pas pour autant que justement la marque va perdre de son impact visuel. » Donc très rapidement, en fait, on a rassuré les gens. Et ça a permis en fait de dérouler tout le sujet. Oui, aussi ce qu'on peut rajouter aussi, c'est aussi les 3 mots, le leitmotiv un peu qu'on a en éco-conception aussi, c'est d'être simple, frugal et pertinent. Donc à chaque fois qu'on intègre quelque chose sur la page, on va toujours se poser ces questions-là. Est-ce qu'on est vraiment aligné par rapport à ça ? Et aussi, on voit dans le numérique, on a des pratiques aussi qu'on n'interroge plus au bout d'un moment, qui sont de vouloir toujours innover, de rajouter des nouvelles fonctionnalités, etc. Ça, c'est ce qui crée aujourd'hui aussi beaucoup de complexité. Complexité qui aujourd'hui a un véritable impact au niveau poids, au niveau infra, même en termes de maintenance aussi, c'est des sites qui sont aussi beaucoup plus complexes à maintenir. Donc nous, notre objectif, c'est de combattre la complexité. Et moi, je dis même d'enlever du gras numérique, parce que le site, plus il sera lourd et moins il sera performant. Et donc, du coup, la performance aussi, ça, c'est vraiment aussi ce qu'on souhaite atteindre. Donc, c'est là-dessus aussi qu'on veut s'engager. Pour moi, l'éco-conception, elle se résume un peu autour d'une seule question, c'est pourquoi faire. Ce pourquoi faire, il peut être assez violent en interne, parce qu'il y a des équipes qui ont l'habitude d'utiliser le site web comme une plateforme et de l'alimenter de manière continue. Nous, on arrive avec justement notre nouvelle démarche, et là, on va aller questionner la pertinence. Donc, ce que certaines équipes avaient l'habitude de faire durant des années, quand on arrive et on leur dit « non, ça, c'est plus possible », c'est plus possible d'avoir des actualités qui ont plus de 6 mois, par exemple. C'est plus possible d'utiliser un site web comme étant une ressource d'archivage. Et ça, c'est des choses qui sont vraiment dans les habitudes. Et encore aujourd'hui, c'est compliqué de faire comprendre qu'un site web, c'est un objet qui doit toujours être performant. On doit aussi le passer au crible de l'analytique. Donc malheureusement, il y a des contenus qui ont pris énormément de temps à écrire, qui ont peut-être mobilisé des dizaines de personnes. Malheureusement, en fait, ce contenu, il est vu par personne. Et quand on a une démarche d'éco-conception, il faut aussi avoir l'humilité et puis la franchise de dire certains contenus marchent très bien, d'autres pas, ceux qui ne sont pas vus et qui ne sont pas consultés. S'ils n'ont pas d'obligation, soumis à une obligation légale, ou s'ils n'ont pas vraiment de poids stratégique, eh ben on les enlève. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement différent dans la façon de faire du digital à la RATP aujourd'hui. C'est vrai que quand on était dans les phases vraiment de construction de tout ça, un gros sujet, c'était l'archivage, moi je me souviens, des informations. Et ça l'est toujours. Nous, on voit par exemple au niveau du service de presse, où ils ont l'habitude de diffuser des communiqués de presse en fait, sur le site. Ils vont toujours nous dire « oui, mais si ça intéresse un journaliste, il faut que ça soit disponible ». Non. Alors, on va trouver d'autres façons de le faire. On va simplement dire, par exemple, si vous recherchez des documents particuliers qui ne sont plus disponibles, contactez directement le service de presse. Et les communiqués ne sont plus disponibles de façon extensive en fait, sur le site. Et ça, c'est une nouvelle façon de faire. Tout comme très souvent, on avait le cas aussi, je crée un article, je mets 10 photos dedans.
parce que ça me fait plaisir de faire 10 photos, parce que ça va rentabiliser mon shooting photo que j'ai fait, très bien. Mais est-ce que ça a vraiment du sens de mettre 10 photos? Donc le pourquoi faire, il est vraiment intéressant. Et comme disait Amélie, le côté frugalité, ça nous permet d'avoir des contenus qui sont beaucoup plus directs, qui sont beaucoup plus intéressants. On va gagner aussi avec le SEO, on va capter davantage de lecteurs. Et ça nous permet d'avoir un site qui est beaucoup moins dense, qui est beaucoup moins confus et qui est beaucoup plus clair justement dans la navigation. Donc au final, tout le monde s'y retrouve. Et on donne même le nom aussi de repenser le cycle de vie du contenu, de se dire qu'en effet, une actualité, oui, c'est une actualité chaude, c'est un contenu chaud pour, par exemple, annoncer un événement, mais on ne se pose jamais la question de, une fois que l'événement est passé, est-ce que c'est encore pertinent d'avoir cette actualité-là? Donc, on a encore beaucoup de sites qui ont des actualités qui datent de 3, 4 ans et qui sont des contenus un peu zombies finalement et qu'on va laisser sur le service qui va vraiment l'alourdir, quoi. Et donc du coup, la branche SEO, on en reparlera un peu plus tard, mais en effet, du coup, dans ce qu'on disait, là, il y a aussi une grosse approche UX, Nico. Ouais. Comment on traite ça? C'est-à-dire qu'en fait, oui, on veut moins archiver, mais comment on fait justement pour que l'information arrive plus vite à l'internaute? Et ça, du coup, ça a été un gros travail aussi. C'est quoi, du coup, les secrets de l'UX là-dessus? Comment on marie les deux, en fait, éco-conception et UX? Ouais, nous, la vérité qu'on n'osait pas affronter, c'était de se dire, le site web de présentation du groupe RATP, c'est pas un site web qui doit faire plaisir aux équipes internes. Mais il faut toujours avoir en tête, en fait, à qui on s'adresse. Donc très vite, dans la façon de positionner les blocs d'information, on s'est dit, mais attendez, à un moment donné, le plus simple, c'est pas de faire une liste à l'après-vert de l'ensemble de vos filiales qui parle à 5% des gens, mais au contraire de mettre en avant vos expertises et vos solutions. Et c'est comme ça qu'on a remanié la façon de présenter en fait le groupe. Alors pareil, ça c'est quelque chose qui est complètement différent parce que le groupe s'est toujours présenté au travers de ses filiales. Donc au niveau politique, au niveau des habitudes, c'est quelque chose qui a vraiment surpris. Et au début, quand on est arrivé avec la première arborescence, ça a choqué. Les gens n'étaient absolument pas habitués à ça. Donc notre rôle a toujours été de dire attention, on se met bien au niveau du visiteur qui vient nous consulter. Et comme on est sur un site corporate aussi, si je viens 2 fois par année sur ce site-là, c'est très bien. Généralement, je viens sur le site pour une problématique en particulier, j'ai l'information que je recherche et je ne reviens plus. On n'est pas sur ratp.fr pour le coup. Donc ça, c'est une autre façon de penser les choses. Et ce qui est intéressant aussi de souligner sur un projet éco-conçu, comme c'était le cas sur RATP, c'est que c'est vraiment une démarche holistique. C'est-à-dire que nous, concepteurs, ça va toucher tous les métiers, aussi bien côté strat, côté design, contenu, front, back, hébergement. Donc tout le monde doit être absolument aligné. Donc c'est pour ça que c'est très important d'échanger, et ça a été le cas avec IFEN et la RATP. Et même de l'autre côté contribution aussi, une fois qu'on aura livré cette coquille qui est très frugale, ce qui est hyper intéressant, c'est de garder aussi ce rythme-là. Parce qu'en effet, si derrière on contribue du contenu un peu à la volée, sans avoir de vision, la coquille, forcément, elle va fissurer parce que... C'est ça. La chose qui est compliquée avec l'éco-conception, c'est que ça peut être un concept un petit peu fumeux. Donc on peut avoir des grands principes comme ça, mais à un moment donné, il va falloir qu'on le raccroche à des datas qui soient tangibles. Nous, ce qu'on a fait, c'est que... alors, on le voyait plus sur la maquette d'avant. Le 77% là, c'est l'indice en fait d'EcoIndex basé sur Green IT, qu'on voit en haut à gauche. Donc tout bêtement, on prend les pages, on les passe dans la moulinette de Green IT et on affiche en fait le score. Et dès la conception en fait du site, on s'est dit c'est super important de mettre en avant ce score, même si on a des scores qui ne sont pas forcément bons. Mais ça nous permet de montrer toute notre démarche, d'expliquer comment le groupe RATP en fait, s'est engagé dans cette démarche d'éco-conception et d'être complètement franc sur justement ce qui s'y passe. Et s'il y a des pages qui n'ont pas forcément de très bons scores, on l'explique aussi. Il y a certaines pages, malheureusement, parce qu'on a des fonctionnalités qui sont nécessaires et obligatoires, et on va expliquer pourquoi justement cette page-là à un score moins bon que d'autres. Donc pour nous, c'est ultra important de lier le côté philosophie de la démarche à des métriques qui soient exposées à la vue de tous.
C'est vraiment le discours de preuve, en fait, Oui, pour absolument. éviter de tomber dans du greenwashing, etc. Oui. Et ça serait la pire des choses C'est ça. quand on fait un site éco-conçu. Alors, la chose qu'il faut avoir en tête, c'est que nous, à la RATP, on n'a pas qu'un seul site. Donc, le problème, c'est que soit on part dans une démarche d'écosystème en fait éco-conçu, soit pas. C'est extrêmement compliqué pour un visiteur de tomber en fait sur ce site-là où on montre tous les bénéfices de l'éco-conception. Et derrière, si je tombe sur un site de filiale qui, lui, a 52 vidéos et 102 images, ça n'a plus aucun sens. Et tout notre message qu'on aura mis en place en fait, sur le site groupe va tomber à l'eau. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tiré le fil et qu'on s'est dit, OK, par rapport à la démarche d'éco-conception qu'on a mis en place sur le site RATP Group, on va l'appliquer aussi aux différents sites filiales. Donc aujourd'hui, les nouveaux sites B2B filiales se reposent en fait sur cette démarche d'éco-conception. Donc on est vraiment sur un principe de mutualisation des assets, sur une optimisation des hébergements, sur de la production éditoriale sobre, pour qu'on ait de plus en plus, enfin au fil des mois, au fur et à mesure que les sites sont refaits ou sont créés, on ait un écosystème qui soit vertueux. Voilà. Je pense que finalement, ça moi aussi, enfin, je pense qu'il faut aussi ajouter la partie accessibilité là-dessus. On parle de parcours. En fait, voilà, là, on part d'un site, donc le site RATP Group et après tous les autres sites filiales. Mais en fait, lorsqu'on va un peu uniformiser aussi tout le parcours, bah, c'est important qu'aussi tous nos sites soient accessibles. L'éco-conception permet aussi de rendre plus accessible un site internet parce qu'il va le rendre plus clair, plus simple. Et aujourd'hui, ce qu'on demande d'un site, enfin, ce dont on a besoin lorsqu'on veut un site accessible, c'est un site où tout est plus. Alors les 4 critères de l'accessibilité, c'est la perceptibilité, la compréhension, l'utilisation et la robustesse. Et donc en fait, ça se regroupe complètement en fait avec l'éco-conception. Et donc derrière, lorsqu'on a un parcours utilisateur, lorsqu'une personne va rentrer dans l'écosystème par le site du groupe RATP, dès qu'il va aller sur un site filial, son parcours ne va pas ne va pas s'arrêter là parce qu'en fait, il arrive sur un site qui n'est pas accessible. L'objectif, c'est que tout doit être accessible. C'est comme le principe d'une station de métro. Si on vous mettait un ascenseur qui remonte juste devant un escalier pour sortir, si on est en fauteuil roulant, on ne peut pas sortir. Là, c'est pareil. 90% d'accessibilité, c'est pas bon, il faut 100%. Et donc, c'est l'objectif qu'on a, nous aussi, côté RATP, c'est que nos sites externes le soient. Après, c'est aussi une démarche légale. Il faut savoir que beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont obligées, d'un point de vue légal, d'être accessibles. Je vous conseille de vous renseigner sur ces sujets-là, parce qu'il y a des amendes et tout ça à la clé, donc il faut faire attention. Et d'ailleurs, donc, pour qu'on aboutisse à cet écosystème qui soit homogène, aujourd'hui à la RATP, on a un processus d'approbation de sites de communication autour de 3 piliers en fait, donc l'éco-conception. Aujourd'hui, s'il y a des sites qui sont faits, qui ne sont pas éco-conçus, qui n'atteignent pas donc ce fameux score qu'ont avec Green-IT ou un autre outil, on ne sort pas le site et on l'optimise. La cybersécurité, bien évidemment, et l'accessibilité. Donc ces 3 piliers-là sont des thématiques auxquelles on ne peut pas passer à côté et c'est une obligation de respecter ces 3 thématiques-là pour pouvoir sortir un site. Alors, donc, quand on dit ça, ça veut dire que le groupe fait son rôle d'arbitre, c'est-à-dire qu'on va sensibiliser, accompagner des filiales qui sont plus ou moins sensibilisées au sujet du digital. Et on doit porter aussi la casquette de gendarme sur certains sujets. Ouais. En fait, du coup, l'éco-conception, et ça, on l'avait senti de toute façon dans le suivi du projet, comme on l'indique ici, en fait, c'est des choix stratégiques qui sont de toute façon très forts, qui ont de l'impact. C'est-à-dire que c'est pas un choix, c'est pas un consensus, c'est pas un compromis. C'est à un moment donné, on pose un sujet et il faut que tout le monde y adhère. Ça n'a pas été toujours très simple, c'est un gros travail. Que ce soit sur des choix donc stratégiques, plus sur des choix éditoriaux, que ce soit après aussi sur la mobilisation des équipes, tout ça. Et ça a été un gros travail en amont, je pense. Oui, parce que les gens ne savent pas. En fait, ce qui est assez étonnant, c'est on a trop l'habitude de se dire je poste dans le web et il n'y a pas d'impact derrière. Et c'est là où justement, quand on arrive avec Léopold, avec des métriques claires justement de quand je construis une page et que justement je fais n'importe quoi, vraiment l'impact que ça a.
Et ça nous permet en fait à ce que les gens prennent conscience de leurs actions sur le digital. Et c'est un truc qu'ils n'avaient vraiment pas l'habitude de faire. Donc au début, on peut trouver ça extrêmement contraignant. Mais en fait, c'est que des bons réflexes. Et quand tout est suivi, tout le monde est content. On a des sites, encore une fois, plus performants. Si c'est plus performant au niveau SEO, ça va être encore plus efficace. Et on a une façon de gérer les sites qui est beaucoup plus vertueuse. Donc, Puis c'est vrai que quelque chose qui a été aussi assez malin, et c'est important de le souligner avec la RATP, là, c'est que on fait des focus group, donc pour comprendre les utilisateurs, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils viennent faire sur le site et à quel objectif on doit répondre. Mais également, on en a fait en interne, ce qui a permis justement d'aller voir chacune des entités de la RATP et d'expliquer justement son projet, tout son intérêt aussi, et de les interroger eux par rapport aussi aux besoins qu'ils en avaient et de l'utilisation qu'ils en faisaient. Et tout ce qu'on a dit là, en fait, c'est vrai que du premier abord, en fait, en SEO, on pourrait se dire oh la vache, on entre dans un truc, là, comment on va faire, quoi? Parce qu'on a un peu cette image en SEO de dire on a besoin de créer des pages, voilà. Mais au final, quand on réfléchit et quand on rentre en fait dans le sujet, on se rend compte que donc, l'éco-conception, c'est beaucoup de suppression de superflu. C'est, comme tu disais, une notion de cycle de vie des contenus, c'est poids des pages qui est travaillé, etc. Alors, en fait, quand on fait le parallèle avec le SEO, c'est que des éléments qui sont bénéfiques pour nous. Parce que si on prend l'aspect vitesse de chargement, etc., pour que le site soit accessible sur tous les terminaux, quelles que soient les connexions, etc., en fait, mon SEO, c'est très bien. Parce que Google, qu'est-ce qu'il veut? Lui, Google, c'est un feignant, hein. Lui, il a un petit terminal. Si vous faites des tests sur les outils, c'est du Motorola 3G. Lui, un site éco-conçu, ça lui va très bien. Hein. Ça charge vite, il a accès à tous les éléments. Donc, pour lui, c'est très bien. Cycle de vie des contenus, nous, on passe notre temps à faire ça, en fait, dans SEO. Mettre, pas des règles, mais enfin se dire, qu'est-ce qu'on fait des vieux contenus? Est-ce qu'on les supprime, ça? Donc, en fait, au final, ça s'intègre très bien. Et quand on arrive justement à créer cette synergie avec l'UX, en se disant, les parcours utilisateurs sont optimisés, l'internaute trouve l'information qu'il a besoin, nous, derrière, sur l'intention de recherche en SEO, c'est parfait, parce qu'on a donné à l'internaute ce qu'il avait besoin. Google, qu'est-ce que c'est son objectif? C'est de dire, moi, je veux fournir aux internautes le meilleur service possible, qu'il ait accès aux informations qu'il a besoin. Voilà, objectif rempli. Donc, au final, la synergie... C'est vrai que quand le projet arrive, c'est le problème... Enfin, c'est peut-être pas un problème... C'est un des sujets qu'il faut régler, c'est en effet comment tu mobilises les équipes. Mais en fait, quand tu arrives à faire comprendre que tous les bénéfices que ça engendre derrière, et tout ce que tu peux créer avec ça, je trouve qu'on arrive à créer quand même cette... Oui, moi je dois dire que c'est l'argument qui a fait mouche en fait. C'est-à-dire de dire un site éco-conçu, c'est un site qui va avoir de meilleures performances, directement nous a écoutés. Et c'est ce qui a permis en fait de vraiment se lancer dans l'aventure. Ouais, complètement. Et aujourd'hui, du coup, comment ça se gère en interne, un site éco-conçu? Parce qu'il y a l'avant, la conception. Oui, qui est presque le plus simple parce qu'on pose les bases et généralement on part d'une page blanche, donc c'est bien. En fait, c'est une énorme sensibilisation des contributeurs. Donc c'est là où ça devient compliqué parce que sur un site comme RATP Group, on peut avoir différents contributeurs qui sont plus ou moins sensibilisés au digital. Donc nous, et c'est justement une discussion dans laquelle on est en plein avec Léopold, c'est de se dire quel outil on peut utiliser pour avoir justement une vision d'ensemble de l'activité des différents sites qu'on surveille. Et pour avoir justement un système d'alarme quand on voit que certains sites en fait, sortent du cadre de l'éco-conception. Donc ça, c'est un principe qu'on est en train de mettre en place et qui va être testé en début d'année prochaine et qui va nous permettre, encore une fois, au niveau de la direction marketing et de la communication, d'avoir cette vision transverse de l'activité des différents sites. Ça va nous permettre aussi de partager cet outil avec les différents webmasters pour qu'eux aussi voient à chaque fois ce qui se passe quand ils publient des nouveaux contenus. Ça va nous permettre aussi d'aller à la rencontre des personnes qui ont le plus de mal, parce qu'on le verra, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on peut faire justement pour améliorer. Mais le suivi, en fait, encore une fois, c'est du suivi par la métrique, c'est quelque chose qui va être indispensable. Et la vraie aventure de l'éco-conception, en fait, commence une fois que le site a été lancé. Léopold, je crois que tu voulais donner quelques petits tips de ton côté, des petits outils à utiliser. Ouais.
Nous déjà, juste pour reparler un peu de ce qu'on s'est dit, faire de l'éco-conception, c'est éviter de se mettre des bâtons dans les roues pour le reste de la vie du produit, en fait, du service, ça dépend comment vous voyez ça. Donc voilà, c'est pour ça que c'est une démarche qui doit être faite directement en amont. Donc nous, c'est pour ça qu'à la RATP, ce qu'on a mis en place en tout cas sur tous nos services internes, en tout cas, déjà nos services web internes, c'est une démarche de prise en compte des impacts environnementaux et sociaux dès le moment où le métier il a un besoin. Dès qu'il commence à avoir un besoin, il dit moi j'ai besoin de faire telle chose, et donc ça passe par un site internet, mais j'ai besoin que vous m'aidiez là-dessus. C'est dès ce moment-là qu'on va repérer là où en fait on va avoir besoin ou non de certaines fonctionnalités et qu'on va choisir de faire le site le plus éco-conçu possible. Et par la suite, on va donc sensibiliser les parties prenantes, donc d'abord le métier, après les équipes qui vont nous rejoindre, parce que souvent c'est de la prestation externe, donc en fait les personnes elles arrivent, elles connaissent peut-être l'éco-conception, l'accessibilité, mais elles ne sont pas expertes là-dedans. Donc il faut leur en parler, il faut leur faire comprendre déjà pourquoi on fait ça, donc l'impact du numérique, ce qu'on vous a fait au début avec les petites questions, pourquoi on fait ça, derrière expliquer les outils qui sont à disposition, donc on va mettre à disposition des ressources, un espace avec ce qu'on peut appeler une boîte à outils, où dedans il va y avoir comme outil donc l'éco-index dont on parlait tout à l'heure avec Nicolas. Faut savoir que l'éco-index, c'est un site internet sur lequel on peut entrer notre URL et on va avoir un score à la fin. Il y a un plugin qui existe, qui est pareil, qui permet de l'intégrer directement dans notre navigateur, qui s'appelle le plugin Green IT Analysis. C'est open source tout ça, donc je vous invite à essayer, à regarder. Et comme ça, vous pourrez voir en fait vous, où est-ce que vous en êtes. Et déjà, savoir où est-ce qu'on en est, ça permet un peu de savoir où est-ce qu'on peut agir, parce qu'il y a des bonnes pratiques qui sont associées, ça nous donne des infos. Après ça, on utilise aussi Lighthouse. Lighthouse, aujourd'hui, c'est hyper important lorsqu'on fait du développement web. J'enlève pas toute la partie qu'on fait d'abord en design, en conception, qui est la limite le plus important. Tout ce qu'on va développer ensuite, c'est ce qu'on a demandé, c'est ce qu'on a demandé avant. Donc finalement, c'est important que ce soit le mieux fait. Et donc là, il y a un bon exemple, RATP Cap Île-de-France, le site, ton site là, Nicolas, a en performance 100, accessibilité 100, bonne pratique 96, SEO 100. Il faut savoir que tout ça, c'est ce qui va permettre aussi un meilleur SEO. Donc l'accessibilité, ça fait depuis des années que c'est important pour Google. Google, si c'était un humain, il serait tétraplégique, aveugle, etc., etc. Enfin, c'est ça la réalité, c'est que c'est un ordinateur, donc il ne fait que crawler notre site. Donc c'est important qu'il puisse le comprendre. Derrière, Google PageSpeed aussi, qui existe depuis des années en SEO, qu'on utilise beaucoup, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on va voir là en performance. Si notre site il est performant, en fait, il est de plus en plus éco-conçu, on va dire. Mais l'éco-conception, ça reste ce qu'on fait avant. Ce qu'on va rajouter ensuite, c'est limiter, on va dire, son impact. Mais le plus important, c'est ce qu'on va réussir à éviter, pas ce qu'on va réduire ensuite. Voilà. Donc, EcoIndex, Lighthouse, c'est les deux outils que je vous invite à regarder en premier. Et derrière ça, il y a aussi toute la démarche via les référentiels standards aujourd'hui, les référentiels nationaux qu'on a sur ces sujets, qui sont le RGESN, donc le référentiel général d'éco-conception des services numériques. Ça peut faire un peu peur comme ça, mais je pense que tu pourrais parler un peu d'une solution qui pourrait le rendre un peu plus attractif. Nous, on a... Alors oui, voilà, comme tous les référentiels, c'est un gros tableur Excel. Vous l'ouvrez, il y a 78 critères et il y a du jargon et c'est des fois un peu compliqué de rentrer dedans et de bien comprendre ce que ça signifie. Nous, suite au projet RATP, du coup, on a créé également un jeu de cartes qui permet aussi de s'approprier tous ces critères-là et qui permet aussi en amont, et c'est aussi ce qu'on a fait sur le projet RATP, sur la partie cadrage, de pouvoir s'aligner aussi sur les bonnes pratiques sur lesquelles on était capable d'aller. Typiquement, est-ce qu'on est capable de réduire le nombre de typographies qu'on a sur le site, réduire les animations, voire ne pas en avoir du tout, de réduire le nombre d'images. Et donc, les appels API aussi. Ouais. Tous ces choses qui sont... Voilà, donc ça va vraiment avoir un intérêt sur tous les aspects.
Et l'éco-conception aussi, ce qui est important de rappeler, je trouve aussi, c'est en termes d'image de marque employeur aujourd'hui. On voit bien que les plus jeunes générations aussi, elles sont très sensibles à ça. Donc du coup, si on a cette vitrine-là et qu'on montre qu'on s'interroge sur ce qu'on crée, ce qu'on met en place, etc., c'est aussi tout à fait bénéfique. Et de la même façon, un site éco-conçu, ça se veut simple et frugal, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit dénaturer l'ADN de marque. L'idée, c'est vraiment que voilà, si on cache le logo RATP, qu'on comprenne qu'on est toujours dans cet univers-là et que ce n'est pas le site de quelqu'un d'autre. Et je trouve ça super intéressant juste qu'on ait mis des captures d'écran là, en fait, du site en vue smartphone. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 60% des devices utilisés pour aller sur Internet, c'est des smartphones. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir une démarche qu'on appelle la démarche mobile first. Donc, lorsqu'on crée en fait un service numérique, quand on va d'abord penser le design en vue mobile, en fait, derrière, quand on va le mettre en vue desktop, en fait, sera beaucoup plus aéré, beaucoup plus clair. Et donc, la vue mobile, en fait, permet de se restreindre automatiquement. Enfin, par défaut, en fait, on va se restreindre parce qu'on n'a pas la place qu'on veut. Et donc, c'est important de commencer déjà par là. Ça, c'est pour moi le premier niveau d'un point de vue UX. Mais donc, je pense que c'est aussi une des clés avec lesquelles vous devez repartir. Et l'autre référentiel, c'est le RG2A. C'est celui de l'accessibilité. Donc, pareil, là c'est 106 critères. Ça peut faire un peu mal à la tête, mais bon, il faut passer par là, c'est une histoire de conformité sur le coup. Et ça permet de créer des règles communes pour tout le monde, en fait. Ça s'appuie en fait sur le WCAG, qui est le référentiel mondial. Donc, ils n'ont pas vraiment changé les règles, ils les ont juste récupérées, traduites et expliqué la manière dont on doit tester ces critères-là et les outils à disposition aussi pour ça. Donc, c'est quand même assez clair. Je vois que le temps tourne, donc il va falloir qu'on mette bientôt fin à cette table ronde. Mais il y a peut-être juste une question, en effet, qu'on pourrait juste traiter avant de terminer rapidement. Qui prend le lead sur le sujet, en général, dans ce genre de projet ? Alors, Nicolas, tu avais dit que c'était déjà en fait une impulsion d'en haut. En fait, on s'est retrouvé. Donc nous, au niveau de la com, on a voulu creuser le sujet et ça tombait bien puisque côté en fait digital et innovation, il se penchait aussi sur cette thématique. Donc en fait, on s'est rapproché sur cette même thématique sans le vouloir réellement. Nous, on a abordé ce sujet au travers de la communication. Parce qu'encore une fois, ça faisait sens et on cherchait de la cohérence par rapport justement aux décisions stratégiques de l'entreprise. Donc nous, ça nous semble logique aujourd'hui que nos supports de communication digitaux soient sobres et on trouve ça intéressant de travailler ce sujet main dans la main avec la technique aussi, parce que les deux vont de pair. C'est comme ça qu'on met en place. Et nous, à la RATP, on a aussi une mission accessibilité et handicap. Donc on les met dans le sujet pour traiter tout ce qui est accessibilité. Donc on a une entité à 3 branches, on va dire, qui surveille la conformité de ce qu'on fait. Et rajouter à ça la cybersécurité, évidemment. Et je pense que en fait, le plus important, et c'est ce qu'il y a dans les 2-3 premières lignes, je crois, du RGESN, c'est d'avoir un référent sur ce sujet-là. Aujourd'hui, c'est important qu'il y ait une personne qui soit un peu sachante sur ce sujet-là, qui puisse aiguiller les autres. Donc à la RATP, la personne qui a démarré cette démarche, c'est Maud Cailly, donc qui n'est pas là parmi nous aujourd'hui, qui est pilote du programme numérique responsable de la RATP. Quand je dis programme du numérique responsable, c'est qu'on a un vrai programme, donc avec plusieurs niveaux. Donc on a l'aspect achat responsable, l'aspect conception responsable, c'est ce qu'on montre aujourd'hui. Il va y avoir les postes de travail aussi plus durables, les infrastructures plus efficientes d'un point de vue énergétique, etc. Donc il y a tous ces sujets-là qu'on traite. Et donc il faut que pour chacun de ces sujets-là, il y ait quelqu'un qui essaye d'impulser j'aime pas trop ce terme, mais un peu évangéliser les gens qui travaillent dans sa direction, dans son département, pour qu'eux-mêmes en fait, se disent que c'est possible et que c'est pas si compliqué de le faire. Et donc tout ça, ça passe par la sensibilisation d'abord. Donc on fait les fresques du numérique, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est un bon moyen déjà de comprendre déjà pourquoi on fait ça et comment on peut agir. Derrière, il y a les formations aussi. Aujourd'hui,
Les organismes de formation les plus connus, ça va être l'association Green IT qui a une formation sur l'éco-conception, si ça vous intéresse. Donc, alors, il y a l'éco-conception, tout le monde est concerné. Il y a les gens qui sont les chefs de projet. On va avoir aussi des formations vraiment pour les UX designers, mais il y en a aussi derrière pour les développeurs sur du front-end, sur du back-end. Donc, il y a vraiment tout le monde qui est concerné. Et l'architecture aussi, j'en ai pas parlé, mais tous ces métiers-là ont un impact et donc c'est important qu'ils soient tous formés là-dessus. Et après, ça ne devient que en fait une façon de faire finalement. L'éco-conception, c'est pas un truc différent à ajouter, c'est juste une évolution de notre travail, c'est juste l'infuser dans nos pratiques actuelles. Et moi, juste pour rajouter, le fait d'avoir initié en fait cette démarche vers l'éco-conception, on a infusé aussi la démarche de la communication responsable. Donc ça a commencé avec le digital, mais aujourd'hui à la RATP, on sensibilise les différentes équipes de communication à faire justement de la communication responsable. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc ça a commencé, et il y a beaucoup de choses, en fait, beaucoup de principes qu'on applique sur le digital, qu'on peut réutiliser sur du print, et voilà. Donc on est vraiment dans, comme tu le disais, une vraie démarche cohérente et qui inclut l'ensemble en fait, de nos supports de communication. C'est comme ça qu'on le pense. Et sur la librairie de l'ADEME, ADEME, il y a un guide de la communication responsable, si ça vous intéresse, qui est très profond sur, pareil, sur la partie événements, sur la partie print, etc. Il n'y a pas que le digital qui compte. Est-ce que parmi vous, il y a des questions? Justement, vous disiez que c'était un choix fort, effectivement, l'éco-conception, et notamment sur la partie contenu. Comment ça s'est traduit sur les performances, justement, de contenu? Parce que du coup, de ce qu'on se comprend, c'est que ça va être moins mais mieux, mais comment ça se traduit en termes de métriques? Alors, nous, initialement, avant ce site-là, on avait un petit site de 3 pages qui grandissait en fait au fur et à mesure des besoins des équipes en interne. Donc on s'est retrouvé avec une espèce de micmac, une espèce de pizza assez indigeste. Quand on a repris le sujet de la refonte, c'est là où justement on a poussé en tant qu'experts digitaux l'expertise SEO, en disant justement, on a sensibilisé pareil, hein, c'était pas le SEO. Nous, quand on a lancé la refonte, c'était pas un sujet qui était connu de tous, où les gens ne comprenaient pas réellement l'intérêt. Ils pensaient vraiment qu'un site web, c'était juste une brochure qu'on mettait sur Internet, et puis c'était fini. Donc on a eu une vraie démarche, d'ailleurs en croisant l'UX, en croisant le SEO, pour définir la meilleure des arborescences et en détaillant les contenus de manière très précise de ce qu'on voulait sur chacune des pages. Chose super importante, et ça c'est un peu la fausse bonne idée à laquelle moi je me bats quasiment tous les jours, la rédaction SEO. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les métiers de la communication, on va trouver beaucoup de gens qui vont nous dire « je sais écrire ». Super. Mais nous, ce qu'on veut, c'est de la rédaction optimisée SEO et de la rédaction en fait digitalisée. C'est-à-dire que on va faire attention à la longueur des formats, on va faire attention à la façon de s'exprimer pour être le plus inclusif aussi possible, on va faire attention aux mots-clés sur lesquels on veut se positionner. Et ça, c'est un vrai travail. Le rédacteur en fait SEO, c'est un vrai profil. Et ça, c'est quelque chose en fait, malheureusement, c'est assez compliqué à faire comprendre. Donc, il y a eu pas mal d'idées reçues contre lesquelles on a dû se battre. Le site, là, maintenant, il a un an et demi. On voit vraiment que de mois en mois, son trafic est en progression constante. On voit qu'au niveau du SEO, on a gagné en visibilité sur des thématiques clés. Et donc ça a permis en fait de certifier le sérieux de la démarche et puis la pertinence de la démarche. Donc la chose super importante en fait sur le digital, et nous c'est vraiment ce qu'on essaye de faire, c'est de montrer de la métrique le plus possible. C'est que ça, et c'est ça qui valide en fait, et même qui nous permet d'avoir de plus de revenus pour alimenter les sites. Et après, plus en détail dans le SEO, en fait, comme c'était une refonte, on partait d'un site existant, on a tout simplement tout rescanné, on a fait des croisements entre qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde pas, qu'est-ce qu'on regroupe. Ça a été un gros travail qu'on a fait du coup aussi en parallèle avec le travail UX et arborescence. En fait, on a matché tout ça. Et en fait, c'est un travail assez courant en fait en SEO. Sauf que là, on l'a poussé un peu plus loin en fait.
On s'est dit, est-ce que ces deux sujets-là peuvent pas se regrouper? Pourquoi? Parce que, en fait, politiquement, ça pouvait matcher. Parce qu'évidemment, on parle pas de là, on est focus UX et SEO, mais dans le cas de RATP, il y avait aussi plein d'autres sujets, le juridique, etc., qui se mêlent à tout. Mais ça a été en fait juste une approche par entonnoir, en fait, tout simplement. Et la chose qui est vachement intéressante, et nous on le voit vraiment sur les filiales aussi, c'est à quel point le SEO nous permet de se poser des questions fondamentales sur la stratégie et le positionnement d'une entreprise. C'est tout bête, hein, mais vraiment, sur quel mot-clé on doit être vraiment présent? Sur quel autre on est OK pour lâcher prise? Comment est-ce qu'on veut et on doit se raconter? Et nous, on arrive comme ça avec ce genre de questions face à des personnes qui vont nous dire « En fait, on n'y a jamais pensé, mais on comprend que c'est structurant ». Et ce regard-là, justement, de croiser SEO, de croiser UX, on tombe vraiment très très vite dans la stratégie de l'entreprise. Je cherche, mais je ne me souviens plus le nom de la technique d'écriture qui avait été employée. Le langage clair? Il y a le FALC. Ouais, le langage FAQ, c'est ça? Oui, mais FALC. ça, facile à lire et on l'a à pas fait. comprendre. Ouais. Finalement, ouais, mais ça avait été... Ça a été difficile. Clair, par contre, c'est plus simple. Ouais, en fait, c'est ça. Au niveau de l'accessibilité, il y a une façon aussi d'écrire vos contenus. Encore une fois, au niveau de la communication, très vite, on peut tomber sur du discours qui est très pompeux. Alors nous, ça va nous faire super plaisir parce qu'on a l'impression d'avoir écrit un truc de dingue. Mais en fait, encore une fois, on replace quelle est l'audience à qui va venir sur notre site. Nous, en tant que justement service public, on a un lectorat qui est immense. Donc on se doit en fait d'être le plus clair possible dans la façon de transmettre nos messages parce qu'on a besoin d'être compris le plus facilement et le plus rapidement possible. Donc en faisant ça, et c'est une forme effectivement de sobriété aussi, on va couper plein de figures de style. Alors oui, c'est peut-être moins fantaisiste, mais moins poétique. Mais en tout cas, au niveau de la compréhension, c'est beaucoup plus direct. Et pour des personnes qui peuvent avoir des problèmes cognitifs, c'est parfait pour eux parce qu'ils vont réellement aussi être inclus dans notre discours et c'est ce qui est important. Mais si on prend effectivement le FALC à la lettre, ça va être très tout le site ne peut pas être en FALC, quoi. C'est quelques modules qu'on peut mettre pour résumer une page. On peut peut-être juste rapidement dire ce que c'est le FALC. C'est c'est ça, facile à lire et à comprendre. C'est l'exemple un peu pour ça, c'est lorsqu'il y a eu pendant le Covid tous les pictos et les textes pour se laver les mains, tant de temps, etc. Machin. Tout ça, c'était écrit en FALC parce qu'il fallait que tout le monde puisse le comprendre. Il fallait toucher le plus de gens possible. Donc c'était vraiment le plus simple, quoi. Le plus direct, ouais. Voilà pour cette première table ronde. Merci à tous.